J'ai une très mauvaise nouvelle. Il y a quelque chose qu'on a en commun et qu'on n'a pas envie d'avoir en commun. C'est que nous sommes tous mortels. Arrivera un jour, pas demain, pas aujourd'hui, un jour où nous mourrons. Et souvent, on essaye de marquer l'histoire, de faire en sorte que les gens se souviennent de nous. Certains, pour ça, bâtissent des monuments, d'autres écrivent des livres, il y en a qui créent de la musique, et certains racontent des histoires, à l'oral ou à l'écrit. Et c'est peut-être là la réponse à l'immortalité, l'art. Est-ce que ce ne serait pas le meilleur moyen de rester finalement immortel? Car même si on disparaît, les œuvres, elles, peuvent traverser les siècles. Un chant venu du Moyen Âge peut continuer à nous bouleverser. Un livre écrit il y a plus de 2000 ans peut continuer à guider nos pas. Et des lignes tracées dans le sable peuvent également exprimer de nombreuses choses. Nous laisser à imaginer des planètes extraterrestres habitées, nous laisser imaginer des circulations d'eau, ou peut-être tout simplement quelques messages, voire même des connaissances astronomiques que l'on n'envisagerait pas. L'art défie le temps d'une manière étrange. Il permet à une voix disparue depuis longtemps de continuer à dialoguer avec tout. Créer, c'est finalement produire quelque chose de beau, quelque chose qui nous dépasse. Ça nous permet de dire j'ai été là, j'ai regardé le monde et voici ce que j'en ai compris. Et peut-être qu'au fond, lire, écouter et regarder une œuvre, c'est accepter cette conversation silencieuse avec celles et ceux qui nous ont précédés. Pour parler de cette grande question philosophique, je ne serai pas seul, je serai accompagné. Et donc je vous dis bienvenue dans la 4e de couverture. Et donc, pour m'accompagner pendant cette émission, comme d'habitude, on a un auteur. Je vais vous le présenter. Alors, il est passionné par le 9e art, il a grandi en lisant les grands classiques de la bande dessinée franco-belge. N'hésite pas à me dire si je dis une bêtise, hein, d'ailleurs. Ok. Jusque-là, j'ai bon? Moi, je te regarde toi ou je regarde là-bas? Tu regardes où tu veux, on va pouvoir se regarder. Ok. Tu verras. Pourtant, son parcours d'études ne le mène pas directement vers le dessin. Tu entames d'abord des études de médecine avant de changer de voie pour te consacrer pleinement à la création Ouais. artistique. Bah, j'ai lâché la chirurgie après quelques années. Après quelques années. Non, c'est vraiment une fake news en fait. C'est une fake news qui circule sur Internet. Et comment ça se fait? C'est une fake news qui vient soit de ma toute première bio, soit d'une première interview. Je ne saurais plus dire exactement d'où ça vient. D'accord. Mais la personne qui m'a interviewé, non mais c'est marrant du coup ça, ça permet de rétablir les choses. La personne qui m'a interviewé m'a demandé en fait mon parcours et je lui ai expliqué que quand j'étais petit, je savais pas du tout ce que je voulais faire, mais vraiment Ok. pas du tout. Et comme je savais pas et que j'entendais tout le temps ah métier c'est bien si on gagne bien sa vie, j'ai demandé à ma mère qu'est-ce qui rapporte de l'argent et elle m'avait dit pharmacien, ça gagne bien sa vie. Et donc tu t'es dit, Donc quand j'étais plus jeune au collège, quand on me demandait, je disais bon, je vais faire pharmacien, mais sans grande conviction. Mais mes notes les meilleures étaient en maths, physique, sciences nat à l'époque, donc c'était cohérent, on va dire. Et art plastique? Pas du tout. Pas- Ok, Non, pas du étonnant. tout. Art plastique, à part quand c'était de l'abstraction, les notes étaient catastrophiques. Ah J'aimais ouais? pas du tout dessiner. Non, là tu jokes, c'est Non, encore. je te promets, c'est vrai. Ok, d'accord. Bon, continuons. Alors, j'espère que les informations seront justes. Tu intègres néanmoins l'Académie des Beaux-Arts de Tournai, c'est Ça, c'est vrai. exact. Un de tes profs, c'est Antonio Cossu, Mhm. qui est très très reconnu dans le monde de la bande dessinée. Et grâce à ses études, tu découvres plein d'autres auteurs. Tu cites notamment Marc-Antoine Mathieu, Scott McCloud, Battaglia, Otomo et Régis Loisel, Ouais, notamment dans tes grandes bah, références. ouais, et plein d'autres à l'époque. On n'arrêtait pas de manger plein de nouveaux trucs, Ok. donc il y en a plein. Là, je viens de me racheter un Daniel Close que j'avais découvert à l'époque Ah étudiant, qui ouais. est ressorti chez Delcourt. C'est comme un gant de velours Ok. dans un Allez Raphaël, c'est le moment étau. De donner le montrer titre complet? Non, Ouais. mais je vois très bien lequel c'est. Est-ce que tu peux nous donner également l'ISBN? Oui, 978. Allez, c'est bon. Pour continuer, sa carrière prend un véritable tournant lorsqu'il rencontre le scénariste Jean-David Morvan. Donc en fait, vous réalisez 2 adaptations, Lord Clancharlie, qui est publié dès 2003 chez Delcourt, et une adaptation un peu plus ambitieuse par le nombre de tomaisons, pas par le talent que tu as mis dedans, qui s'appelle L'homme qui rit.
et qui a été la raison pour laquelle nous t'avions invité pour la première fois à la librairie. Ouais. Et alors, peut-être que tu ne te souviens pas de l'histoire, mais c'est la même adaptation. Ah oui, exact. Parce qu'effectivement, vous l'aviez retravaillé. Ouais. Bah, il y avait eu quelques problèmes lors de l'édition de ce premier album, Ouais. notamment beaucoup d'onomatopées qui avaient disparu sur des pages muettes. Ouais. Et donc, elles étaient importantes narrativement. Et donc, vous lors de l'aviez repris l'impression. intégralement et renommé. Et remis en couleur, ouais. Ouais. Parallèlement à son travail de dessinateur, il développe également son activité de scénariste. Tu écris notamment la série Les Enquêtes d'Andrew Barrymore, dessinée par Roderick Valambois, j'ai bien prononcé, et publiée chez Dargaud entre 2010 et 2012. Dans les années suivantes, tu explores davantage le format roman graphique. Tu signes ainsi, et je vais le montrer à la caméra du dessus, à Du Monde Cruel. Il est bien centré, exactement. Donc, qui est là, tu réalises pour la. Non, tu réalises pas du tout pour la première fois le scénario et le dessin, vous êtes plusieurs. Non, pas sur Du Monde Cruel, oui. Exactement. Je suis que au dessin, là. Ouais. Donc, je montre quelques pages pour que nos spectateurs puissent se faire une petite idée. On retrouve évidemment ta patte graphique, alors pas sur la mise en couleur, mais sur le dessin, on retrouve ça. L'histoire de plusieurs personnes qui veulent mettre fin à leur jour, qui vont se rencontrer, qui finalement ne sont pas d'accord sur la manière de le faire, et puis après qui vont se rendre compte que il y a quand même des choses plutôt positives à tirer de la vie. Tu réalises après, seul, scénario et dessin, La Maison des Souvenirs, en 2020, toujours chez Grand Angle, toujours chez Bambou. Une fidélité qui se met en place et qui va perdurer avec le temps. Et lors de notre seconde rencontre et dédicace, pendant la dédicace, j'ai eu l'appel de mon éditeur qui me disait « J'adore ton scénario, on va le signer pour La Maison aux Souvenirs ». Donc c'est vrai. Ouais. Ah ouais, mais donc il va falloir fêter ça avec des bières. Hein. Mais on va fêter ça. Ton avant-dernier ouvrage qui est sorti il y a maintenant 3 ans, si je dis pas de bêtises, 3 ans, le temps passe vite. C'est Le Dernier Quai, qui est un gros coup de cœur collectif. Alors là, on voit le coup de cœur de Raphaël, le coup de cœur de David, mais c'est également le coup de cœur de Bertrand. Il en avait rédigé dans la newsletter. Superbe histoire, métaphorique, encore une fois, sur la mort, sur le temps qui passe, sur une espèce de purgatoire avec un personnage qui va chercher les raisons de sa présence ici, etc. Quelle est la marque qu'il va laisser dans l'histoire? Là, encore une fois, on reconnaît bien ta patte graphique avec une mise en couleur un petit peu plus volutée, j'ai envie de dire, un peu plus douce peut-être, différente. Donc vraiment gros coup de cœur collectif. Et si tu viens nous voir aujourd'hui, c'est pour ton nouvel album, Lady Nazca, qui vient aussi de sortir chez Grand Angle, qui est une collection de chez Bambou, qui va raconter l'histoire de Maria Reich. Je vais laisser Raphaël faire la présentation tout à l'heure. On parlera de cet album, il y a plein de choses hyper intéressantes. Encore une fois, on retrouve ton style graphique dans lequel il y a beaucoup de volumes, des pleins, des déliés, beaucoup de mouvements également. Un travail très intéressant sur la manière dont tu surlignes le noir. On le retrouve également dans l'ex-libris que tu fais. Tu seras en dédicace à la librairie et en plus de ça, pour tous ceux qui veulent passer commande, il y a un ex-libris qui est numéroté et signé à 100 exemplaires par Nicolas Delestret qui est offert à l'achat de l'album. Donc n'hésitez pas à le faire. Et donc vous l'avez compris, parce que je viens de dire son nom et son prénom, notre invité du jour est Nicolas Delestret. Oui, voilà. Bienvenue, bonjour, ça va Nicolas? Ça va bien. Alors, pour m'accompagner ce soir, parce que j'ai toujours un peu peur de faire des émissions tout seul, j'ai besoin d'être là. Et c'est certain, cette émission va marquer l'histoire télévisuelle. Hein. Celui qui, lorsqu'il parle de la mort, se réalise, c'est un vrai Death Note. Donc méfiez-vous. S'il parle de vous et qu'il imagine que vous êtes mort, c'est que vous êtes déjà mort. Malgré tout, il chérit la vie, il la vit à 100 à l'heure. J'ai nommé Raphaël Pellissier, mon copain libraire. Bonsoir David, ça va et toi? Messieurs, j'ai une grande question, vous le savez, c'est une tradition en rapport avec l'édito. Est-ce que la mort vous fait peur? Est-ce que vous pensez qu'il faut essayer de marquer l'humanité avec de l'art ou avec rien Quel est votre point de vue sur la chose, à tous les deux? Tu as le droit de te lancer, Raphaël, parce que c'est une question difficile. Non. Alors, est-ce que moi la mort me fait peur? Personnellement, j'ai envie de dire tout. Oui et non. Je pense avoir bien vécu. Faut voir ce que j'avais eu à faire. Mec, t'as même pas 30 ans. Mais non, mais c'est pas grave. Mais j'ai quand même fait pas mal. Mais j'ai quand même fait. Bon, j'en ai fait. J'ai quand même fait pas mal de choses. Après, il vit la vie à 100 à l'heure, mais lui, il a déjà terminé. Après, marquer l'histoire. Enfin, est-ce qu'on est véritablement obligé de marquer l'histoire? On peut marquer juste aussi les personnes qui nous entourent d'une manière d'une manière plus ou moins forte, sans vouloir
avoir une notoriété mondiale, enfin nationale, mondiale. Et je pense que c'est déjà assez fort la trace qu'on laisse vis-à-vis des gens ou que certaines personnes laissent voilà, vis-à-vis de nous. Et voilà, plutôt comme ça. Puis je pense, j'ai pas encore 30 ans, mais je pense que c'est un peu foutu de toute façon pour la notoriété mondiale ou pour la découverte. Donc voilà, on va, on va laisser ça. Et pour le talent créatif, encore plus. Donc on va laisser ça à d'autres. Et toi, Nicolas? Bah, moi, personnellement, je suis un peu de son avis, en fait. Alors, je pense pas que j'ai tout fait, Toi moi, aussi, par tu contre. penses... Ah ouais, j'allais dire, toi aussi, tu Non, penses que tu as assez vécu? non, 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 moi, je veux vivre encore très, très longtemps. Mais j'ai pas de peur particulière par rapport à la mort. C'est quelque chose qui m'angoissait jusqu'à, je sais pas, une vingtaine d'années. Et ça s'est résolu. Jusqu'à 23 ans, je pense. C'est assez marrant. Ça doit être corrélé à ma première signature d'album. Ah, mais donc avec cette idée de marquer l'histoire du monde avec quelque chose, construire Bah, un... même pas, parce que c'est assez marrant. Je cherche pas particulièrement à marquer. J'aime bien raconter des histoires. En fait, si je suis venu à la bande dessinée, c'est parce que j'avais pas quoi faire de ma vie et qu'à un moment, je me suis dit, mais raconter des histoires, je trouve que c'est cool. Je pense qu'à un autre siècle, j'aurais pu être conteur, Troubadour, hein, troubadour conteur. Ok. Ça m'aurait très bien été, sans pour autant vouloir marquer les esprits. Je suis un peu plus de son avis. Je trouve que c'est bien d'être, Bien entouré. ouais, Enfin, un peu bien entouré. faire ce qu'il faut avec tous les gens autour de nous et essayer de leur laisser le meilleur souvenir possible pour le jour où on sera plus là. Mais après, le reste. En plus, je pense que même s'il y a des choses qui dépassent les années, les centaines d'années, certains millénaires, je pense malgré tout qu'au regard du temps de la On n'est planète, pas grand-chose. c'est pas grand-chose. Ouais, c'est vrai. Moi, j'ai pas peur de la mort, mais par contre, j'ai peur de souffrir. C'est une phrase d'un philosophe qui explique ça, et je suis assez d'accord avec ça. Parce que le jour où tu es mort, finalement, comme vous l'avez dit, c'est les gens qui restent qui souffrent véritablement. Et j'espère juste que les gens se souviendront de moi positivement, tu vois. Par contre, j'ai hyper peur de souffrir. Oui. Tu vois, attendre la mort dans des souffrances dingues, moi, ça, c'est quelque chose qui m'angoisse. Donc la mort me fait pas peur en elle-même, parce que je pense véritablement, moi je crois pas à la réincarnation, je crois pas comment on appelle ça, aux expériences de mort imminente, j'ai du mal à y croire. Mais par contre la souffrance, ouais, quand on en parle, tu vois, je trouve que c'est un sujet qui est délicat. Et marquer l'histoire, moi j'ai totalement abandonné cette idée-là. Moi je suis plutôt du genre à me dire, je veux que les gens se souviennent de moi, tu vois, comme moi je me souviens de mon papa, j'aimerais que mon fils se souvienne de son papa, etc., etc. Mais c'est surtout ça. Et je pense qu'à l'heure actuelle, quand on voit le monde tel qu'il est, moins on laisse d'empreintes, mieux c'est. Tu vois, parce que Bernard Arnault, lui, il va laisser son empreinte. Et je suis Oui. pas sûr que ce soit hyper positif. Néanmoins, si je pose cette question, Nicolas, c'est parce que dans les 3 bouquins, et il y a également La Maison aux Souvenirs, il y a toujours cette présence de la recherche d'une quête. C'est notamment le cas dans Lady Nazca, dans Le Dernier Quai, quelque part aussi dans Adieu, Monde Cruel. Il y a aussi cette confrontation à la mort, au temps qui passe et aux personnages qui restent. Comment tu pourrais expliquer ça dans ta bibliographie? Ah, je sais pas. Bon, on a tous des thèmes récurrents et donc je pense que la mort est probablement un thème qui est là. Chercher un sens à la vie, probablement, effectivement, c'est un thème qu'on trouve. Et c'est peut-être en ça que, à partir du moment où j'ai signé mon premier album, je me suis plus inquiété de mourir. Peut-être que ça a donné un sens. Puis après, il y a plein d'autres choses qui donnent un sens. Ouais, la Comme paternité, voilà, comme notamment, être père, par exemple. ce genre de Donc, choses. sans doute que c'est quelque chose qui m'intéresse, de me dire qu'est-ce qu'on fait de ce temps Ouais, qu'on nous a donné, on en fait quoi. Et, et donc oui, si on regarde Adieu Monde Cruel, les personnages, ils veulent en finir et finalement ils se rendent compte qu'ils ont peut-être encore d'autres choses à partager et à vivre et qui peuvent être intéressantes. Le Dernier Quai, alors même si ça se passe après la mort, l'idée était plutôt d'avoir cette idée de personnes qui font un point sur leur vie. Et il y a beaucoup de personnes qui m'ont demandé s'il y avait justement un rapport un peu connoté enfer
Enfer et Paradis. paradis. Et moi, je le voyais pas du tout comme ça. Pour moi, Ok. l'enfer, en fait, ce que je voulais représenter dans cet album, c'est que l'enfer, c'est dans notre tête et c'est avec les problématiques qu'on a, nous, qu'on doit essayer de régler. Des choses Ok. qu'on a mal fait ou bien fait ou qu'on pense avoir mal fait. Et c'est plutôt là où se trouve l'enjeu. Et les Dinaska, bon, alors là, pour le coup, c'est. Bah là, on parle Oui, d'éternité, là. Ça, là, vraiment, pour le coup, effectivement, on est vraiment en plein dedans. Ouais. Raph, tu veux bien nous pitcher Lady Nazca très rapidement? Oui, je peux. Je t'ai surpris là. Ouais, tu m'as pris un peu Excuse-moi, un peu c'est de pas cours. comme c'est pas comme ça à chaque émission. Non, mais cette fameuse Lady Nazca, c'est cette jeune femme qui, au début, alors maintenant je vais dire une bêtise, mais qui est mandatée pour des études. C'est cette jeune femme allemande qui est mandatée pour des études et qui très rapidement va tomber sur ces fameuses lignes. Alors qui aujourd'hui on pourrait penser à des crop circles pour vraiment me donner Ouais. le plus gros exemple, le plus parlant qui soit. Et elle tombe sur ces fameuses lignes et elle va très vite comprendre l'intérêt qu'elle représentait vis-à-vis euh, des civilisations passées, mais surtout le combat de cette Lady Nazca, c'est qu'elle est seule face au monde. C'est que tout le monde la prend pour la folle. Elle doit et elle va mener en fait véritablement un combat tout au long de sa vie pour faire valoir l'intérêt, j'allais dire patrimonial, mais enfin l'intérêt historique en fait de ces dites lignes. Elle va pas passer sa vie à les étudier, parce qu'en fait, alors j'ai plus le nombre en tête de combien elle en a répertorié, mais c'est Ouais, juste c'est absolument énorme. astronomique. Elle va se combattre vis-à-vis des entreprises qui, eux, n'en ont absolument rien à foutre de ces lignes, qui veulent juste une terre en de Cultivable. plus, cultivable à faire. Et elle va véritablement, enfin voilà, c'est le combat de toute une vie pour faire perdurer ce site antique pour le coup. Alors, tu as fait un travail extraordinaire. Là, tu parlais, je crois qu'elle en a trouvé 80 à peu près, et 300 formes, si je dis pas de bêtises. Et en faisant une petite recherche, alors toi, on va en parler, mais tu as aussi fait un gros travail de recherche. Il semblerait que grâce à l'IA en 2014, en J'en ai 2024, retrouvé une, ouais, en plus. j'ai cru plus que ça en Plus, fait. ouais. Apparemment, je crois que Le depuis premier ça a article que j'ai quasiment lu. doublé, D'accord, avec des choses peut-être plus modestes, etc. Mais en tout c'est cas, possible. là pour le coup, on a tendance à critiquer l'IA, mais elle a apporté des choses hyper intéressantes. Merci pour Il faut ta. savoir que les problématiques de terrain sont encore discutées À l'heure au actuelle? Parlement, au Pérou. Ouais, Encore? ouais. D'accord. Bon, ça, on va en revenir. Comme dit, nous en parler, parce que ce bouquin, il y a beaucoup, beaucoup de choses à dire sur la manière dont le scénario t'est arrivé, la manière dont tu l'as Mm. travaillé, ce que tu as appris au milieu de tout ça. Moi, j'aimerais qu'on revienne aussi un petit peu sur tes années d'études. Ouais. Donc, tu étais aux Beaux-Arts. Beaux-Arts. Et j'ai entendu dire que certains de tes camarades de classe disaient que tu étais le diable. Dans le sens où. Je vois très bien qui te dire ça. Non, bah oui, tu m'as donné le contact. Donc en vrai, tu sais. Il m'a dit que tu étais le diable parce que lui, il travaillait comme un chien de la casse pour s'en sortir. Et que toi, tu étais plutôt du genre à dire bon, allez, ça va, tout va bien se passer. Viens boire un petit coup C'est vrai, à la c'est vrai. campagne pour faire de la musique, faire de la guitare. Oui, ben, François était un petit peu plus. Alors, c'est François Duprat qui est aussi auteur de bande dessinée qui vient de me vendre cette information. Il en a vendu plein d'autres. Je n'en doute pas. Il m'a demandé s'il pouvait dire ça. Je lui ai dit, vas-y, dis ce que tu Ah ouais. veux. D'accord. Ouais, de toute façon, c'est avec bienveillance. Et effectivement, étudiant, j'étais un étudiant qui savait que je voulais faire de la bande dessinée. Les autres cours, un peu moins, m'intéressaient un peu moins. Ok. Je m'arrangeais juste pour avoir une bonne moyenne pour passer, mais c'était la bande dessinée qui m'intéressait, donc je dessinais pas mal. Mais je faisais aussi pas mal la fête. Et donc, j'ai entraîné pas mal de fois François, et pas que François. Parce qu'on est plusieurs de cette génération-là. Il y a quelques autres dessinateurs de bande dessinée. Il y a Grégory Charlet ou Vanida. Ah, mais avec Greg, lesquels qu'on accueillera pour le festival Gros Art, D'accord. notamment, qui a fait pour moi des bouquins que j'ai adorés, les Sir Fox. Hmm. Je trouve que c'est un petit chef-d'œuvre. Là, il a sorti dernièrement L'île au crocodile, on Ouais, attend encore c'est ça. le deuxième tome. Moi, je trouve que c'est un des dessinateurs les plus élégants qui soit. J'ai quelques originaux de lui. Ok, je savais pas que vous étiez ensemble. On a même vécu ensemble avec Greg à C'est vrai? l'époque où En on coloc? était étudiants. D'accord. Ouais. Ah ouais. Excellent, excellent. Et
donc oui, moi le jeudi soir, j'allais souvent chercher François pour faire la fête. Je disais ah mon atelier demain. Je lui disais ouais, c'est bon, faut se détendre. Et on rentrait très très tard. Et lui, il arrivait à l'heure le lendemain à l'atelier, moi pas trop. Et vous faisiez quoi? De la musique, hein? Je crois que Alors, il m'a dit que tu as eu un certain nombre de groupes. ah oui, oui, plusieurs groupes. Avec François, on a joué plutôt entre amis quand on était étudiant comme ça, de la guitare sèche lors des soirées. Et longtemps après, avec François, on a monté un groupe qui a duré une petite année, je pense. Ok, vous faisiez Peut-être quoi 2 comme ans. musique? Plutôt rock. Ok. Genre un peu C'était Beatles comme ça. sans grosses ambitions. Je vois ton œil qui brille. Je me suis dit, est-ce qu'il n'y aurait pas des images quelque part ou des enregistrements? Des images, alors des enregistrements j'en ai, mais des images, il t'a filé des images? Non. Oh mon Dieu. Non, je crois qu'il a pas trop osé. Non, non, il m'a juste. Non, mais par contre, nous, ta compagne Ouais, m'a dit que tu étais un fan absolu des Beatles. Ouais, Que c'était pour tout le monde- toi tout- McCartney. j'ai emmerdé tout le monde avec ça. C'est vrai. Ouais. Ok. Emmerdé carrément. C'est à ce Oui, point. oui, non, Mais mais- tu faisais quoi? Tu jouais un peu, tu chantais? Alors, pas du tout. En fait, pour le coup, je dois être incapable de te jouer peut-être une chanson des Beatles. Ok. Et en fait, dans ma pratique musicale, je n'aime pas apprendre des chansons qui existent. J'en ai appris très très peu. D'accord, donc tu fais que de la créa. Ouais, en fait, c'est ça qui m'amusait. Tu apprends 2-3 accords quand tu es jeune et tu te dis, tiens, sur ces 3 accords, qu'est-ce que je peux faire? Ok. Et puis voilà. Donc c'était plutôt ça. Alors les Beatles, tout le monde a souffert avec ça. C'est assez marrant. J'ai une étudiante qui est pareille que moi à l'époque, là, et qui est, je me dis, en 2020, il y a encore des étudiants qui sont. Bah, ça reste des grands classiques. Et il y a eu le film Yesterday. Yesterday, j'allais dire Let It Be, etc. Ok. Tu serais prêt à nous jouer un petit air à la guitare? Si tu veux, mais ça va pas être. Ouais, je veux bien, je veux bien. Ok. Raph, tu nous sors la guitare qu'on a prévue? Ouais. Alors j'espère, en fait, j'ai pensé après coup, j'espère qu'elle est accordée. Mais C'est Ah, pas mais grave, je- comme je ça, suis- si ça sonne faux, c'est parfait. Bon, ça a l'air. Ça a l'air moyen. c'est Non, c'est pas accordé du tout. c'est pas. Ah bah Non, bravo. c'est pas- hein. Let's Alors, go. Qu'est-ce que tu veux que je te joue? Ce que Ce que tu veux. Franchement, ce que tu veux. Alors moi, généralement, tu sais ce que je fais, c'est je me lève le matin, je prends la guitare et puis je gratouille n'importe quoi. Vas-y. Eh ben, Je vais essayer de trouver une suite d'accords, tu sais. Mais ça reste toujours, tu sais, de l'amusement. Puis à un moment, je me dis, bon, est-ce que cette suite d'accords, elle est bien ou pas? Ok. Et puis j'essaie de faire un truc avec. Mais là, avec la caméra, c'est un peu bizarre. Tu chantes peut-être? Non, Raph a une belle voix. j'ai absolument pas. J'ai une batterie, je cherchais ma batterie. Ouais, donc. Après, moi, j'aime bien les harmonies qui sortent un petit peu de l'ordinaire. Oh, ok. Il y a certaines harmonies comme ça qui, moi, me plaisent bien à l'oreille. Mais. Tu veux que je chante? Ouais, Ah bah. franchement, je veux bien. T'as dit que tu Allez, chantais, Thierry, donc. allez, je vous ai improvisé n'importe quoi. Mais c'est parfait. Ah, si tu veux quoi? Je vais te chanter. Celle-là, je sais encore la jouer. Ok. La toute première chanson que j'ai écrite quand j'avais 14 ans. Ok, bon, Trop bien. Ouais. Alors là, waouh! Alors, c'est des accords là pour le coup ultra Ça, bateau. Hein. I've nothing to say, except I'm born today. Today and yesterday was such some bloody days. I've nothing to do, except think of you. But I don't know what to do.
Canon. Bravo. Bravo Arthur Nicolas, Macron. c'était génial. Chanson d'amour Ouais, tu t'es fait sur larguer. quelqu'un qui dit qu'il se fait chier. Bah, j'étais un ado. C'est pour ça qu'on apprend la guitare à 14 ans, de toute façon. C'est pour draguer autour du feu et essayer de. Ouais, peut-être. Je sais pas. Ça n'a pas fort marché. Magnifique, un grand merci, c'est trop bien. Je te récupère la guitare. Est-ce que je peux la casser, Raph? Comme un... Non, on va éviter. Non, Tu ok. voulais vraiment la faire rockstar. Ouais, ça, ce serait génial. Allez, on va te laisser te reposer un petit peu, Nicolas. Je vais boire On de- va faire travailler un grand merci. Et si, est-ce qu'on peut entendre quelques-unes de tes musiques sur Spotify ou sur YouTube quand même, pour de vrai? Non, rien du tout. Nulle part. Tout Nulle est part, ok. sur mon ordi. Ou dans ta tête. Mais Désolé. J'ai eu cette discussion avec mon éditeur, avec Hervé Richer, une fois, où il me disait, enfin, on parlait de musique, et je lui dis, bah, je fais de la musique et tout. Il me dit, mais tu fais écouter ça? Je fais, non, je fais jamais écouter. Il fait, mais je comprends pas. Et je lui dis, bah non, c'est juste un truc pour moi, en fait. Ok. Et là, dans les accords un petit peu que tu as fait, moi j'ai reconnu, j'ai cru reconnaître un peu une tonalité à la métronomie. Je sais pas si tu connais ce groupe qui fait de l'électro, mais tu vois, dans des sonorités un peu plus légères, un peu mystiques comme ça. Mhm. Et je me dis, c'est vrai, pourquoi ne pas faire une petite bande son pour accompagner la lecture de... des albums. Bah, ça pourrait. Le prochain album parle de musique, mais c'est de la trompette. Faudrait que j'apprenne à jouer de la trompette. C'est sûr que si tu mets une playlist que guitare, ouais, les gens vont se poser des questions. Allez, petit intermède, nouveauté. Raph, comme d'habitude, tu nous fais une petite présentation des nouveautés de la semaine ou des 15 derniers jours. Oui, on va essayer. Enfin, on va essayer. Non, on va pas essayer. On va le faire avec quelques petites choses qui sont arrivées. Et j'ai même un peu étendu parce qu'il y a un titre qu'on avait oublié. Mais tout d'abord, on va partir sur un titre jeunesse. Enfin, jeunesse. En tout cas, prépublié dans le journal Le Spirou. C'est L'île de minuit. Je me permets de je Ouais, te le fais carrément. passer aussi si tu veux Bah feuilleter. ouais. Et puis le passer à David pour le montrer. L'île de minuit, c'est T'as une, le temps de le feuilleter, hein. c'est une création donc, de Lilian et de Nicolas Grévy. Qui est en fait une sorte, alors ça fait toujours un peu peur quand on l'annonce comme ça, mais qui sorte de Squid Game, mais version beaucoup plus jeunesse. Voilà, Squid Game, ça fait tout de suite, mais avec ces enfants qui un jour vont se réveiller en fait sur cette île et sur laquelle il y a un automate qui va finalement leur donner des consignes, j'aime pas le mot défi non plus, mais voilà, des missions en tout cas à accomplir et surtout en fait avec globalement un peu des conséquences en gros qui pourraient avoir s'ils n'accomplissent pas telle ou telle chose. Ou sinon on pourrait l'assimiler finalement à une murder party, voilà, pour rester un peu plus, pour faire un peu moins peur. Après encore une fois, c'est de la prépublication. C'est chez Dupuis, c'est de la prépublication Spirou, donc ça reste totalement adapté. Et tome après tome, en fait, on a que 2 pour le moment, on va s'intéresser globalement, un héros va devenir un peu va être mis en avant. Et donc comme ça, on va découvrir un peu toute leur histoire, quels sont un peu les tenants et les aboutissants, comment ils sont arrivés, et surtout comment ils vont faire pour repartir de là. Tu l'as précisé, Lilian, c'est le scénariste des Géants, notamment. Je ne l'ai pas précisé, mais effectivement, c'est notamment le service des géants, comme tu le dis, celui qui a adapté tous les univers des Willan. Et une petite précision aussi, forcément, autopromo oblige, Nicolas Gréby, il sera en dédicace à la librairie aussi. Parce qu'il a des origines mulhousiennes. Voilà. Merci. Suivant. Pour rester dans la thématique musique, parce Oh. qu'effectivement, c'est moi aussi quelque chose que j'adore, et on va parler du concert du siècle avec Woodstock 69, qui est en plus de ça par 2 auteurs qu'on adore, Kit Toussaint et José Luis Munuera. Je pense que tout le monde a entendu parler de Woodstock. Ça reste le concert le plus mythique pour le côté un peu débordement. Personne ne s'attendait à ce qu'il y ait un tel rassemblement. Pour peu qu'on aime les artistes de cette époque, c'était quand même quelque chose d'assez phénoménal. Entre Janis Joplin, Jimi Hendrix, les Who, Santana, le début de Ten Years After. Enfin bref, c'est vraiment quelque chose d'absolument monumental. Mais là, les auteurs, Kit Toussaint et José Luis, ils ont décidé d'en faire un traitement un peu différent parce qu'on va suivre ce concert par le prisme de 3 héros, notamment un militaire, un homme qui revient du Vietnam et qui est à la recherche de son amour laissé sur place. De l'autre côté, vous allez suivre également un coiffeur, un peu opportuniste, qui se dit qu'il y a peut-être quelque chose à faire avec tous ces chevelus qui arrivent sur place. Et dernièrement, on va suivre un peu aussi les organisateurs du festival, totalement en confiance, mais aussi totalement désabusés vis-à-vis de ce qui va se passer.
C'est rythmé jour après jour et ça va reprendre vraiment les moments les plus iconiques qui ont marqué les esprits. Les Wu qui jouent au lever du soleil, la fin, la clôture avec Jimmy. Enfin, bref, il y a un vrai travail hommage à cet événement et en plus de ça, tout à la fin, un dossier documentaire. Ça parle aux amateurs de musique, ça parle vraiment à tout le monde. Enfin voilà, c'est un ouvrage que j'ai adoré forcément en plus de ça et que j'encourage tout le monde à découvrir. Et alors, petite anecdote, je ne sais pas si tu l'avais vu, mais José Luis et Guy Toussaint expliquaient qu'ils ont travaillé cet album-là avec l'idée de faire en sorte que ce soit véritablement l'Odyssée. Parce qu'en fait, le Ah, personnage, le militaire dont tu parles, s'appelle Ulysse. mm, Il cherche son amour parce qu'il est parti loin à la guerre. Il revient, il y a le passage avec les sirènes que j'ai montré Ouais. il y oui, a 2 secondes, en dans fait. les temps et Dans les temps, en fait, tout est hyper métaphorique vis-à-vis de ça. J'avoue que je ne l'avais pas saisi, parce que moi pour non moi, les plus. liens étaient tellement lointains que j'avais pas pigé. Mais une fois qu'ils l'ont expliqué, je fais Ah oui. Ah. Ouais, donc c'est un album vraiment qui a une richesse de dingue. Et puis comme dit, le travail de Munira est toujours aussi dingue. Et alors, je pense qu'on est d'accord. Si je me permets de faire une petite parenthèse culture, je vous encourage à regarder le documentaire Woodstock 99, qui va vous raconter. Est-ce que tu l'as vu, Woodstock Non, je l'ai pas 99? vu. Ça J'ai vu le raconte concert, j'ai vu des extraits des des extraits concerts. Ouais. qui a été un Mm. chaos extraordinaire, en Ouais, fait. ouais, ouais. Ceux qui ont organisé Woodstock 69 ont voulu le refaire. Ils se sont occupés de rien. Ils ont invité que des groupes qui étaient là pour foutre Et tout part en sucette. Extraordinaire. On continue? Bien sûr, on va on va sur une suite avec le tome 2 de la série Siggy, scénarisé par Eric Arnoux et dessiné par David Moranchot. Siggy, on va être on parlait un peu d'archéologie avant, enfin avec Lady Nazca, c'est pas vraiment de l'archéologie, mais Siggy, c'est cette jeune femme, on est en plein pendant, alors je veux dire peut-être une bêtise, mais juste avant la Seconde Guerre mondiale, ou en tout cas quand il y a vraiment cette montée du nazisme qui est en train d'arriver, et cette jeune femme se trouver notamment, enfin je suis en train de dire dans la montée, on est même pendant, je suis en train en repensant aux événements, qui va se trouver des petits investisseurs, entre guillemets, prêts à financer justement ces expéditions en Amérique du Sud. Mine de rien, ces fameux financeurs sont pas forcément du bon côté, si on peut le dire ainsi. Et donc du coup, pour elle, il y a deux gros enjeux à chaque fois qui se jouent là-bas. C'est que d'un côté, c'est un peu, alors il l'appelle l'opération Brunhilde, donc il mise véritablement sur ces travaux, sur le financement de cette expédition, leur rapporte des choses. Mais en même temps, il y a de l'autre côté du monde, en Europe, tout plein d'enjeux politiques, forcément, qui sont aussi en train de se jouer. On est vraiment dans l'action, enfin, action, aventure, une sorte d'Indiana Jones Ouais. au féminin, retravaillé, sans l'arrachage de cœur et sans les boulets qui vous tombent dessus. Mais c'est bon, tu l'as. Mais Mais c'est vraiment une super série qu'on adore et en plus aussi pareil pour le souligner qui est porté par le dessin de David Moranchot Ouais, qui quel est travail, hein. vraiment très beau. Mm. Et pour clôturer, on va revenir entre guillemets avec Kid. J'aurais mieux Ah bah oui. géré ma transition. Non, elle est parfaite. Et Olgado au dessin avec Mort Blanche. Mort Blanche qui raconte l'histoire vraie de ce soldat finlandais. C'est une connerie, si c'est finlandais. Ouais, du Nord, en Ou- fait, hein. qui au début de la guerre, alors que l'armée russe commençait également son invasion, Je confirme, c'est finlandais. c'est bien Je le finlandais. vois. Qui était pourtant quelqu'un à la base pas forcément très bon tireur, très violent, s'est enrôlé dans l'armée parce que de toute manière il fallait s'enrôler dans l'armée. Et cet homme s'est vu attitré le titre de Mort Blanche parce que ça a été l'un des plus grands soldats finlandais qui utilisait notamment, enfin jouait du fait que c'était des gens qui étaient habitués au froid, qui étaient habitués au camouflage et qui était en fait qui est devenu du coup un homme, enfin Mort Blanche c'est le surnom, non pas que lui ont donné ses alliés, mais que lui ont donné ses ennemis, l'armée soviétique, et c'est quelqu'un qui a marqué la guerre à sa manière aussi. J'en dévoile pas trop aussi sur son histoire, parce que c'est quelqu'un qui a un destin aussi assez marquant dans ce qui lui est arrivé, donc comment ça s'est passé. Mais voilà, vraiment super petit one-shot, voilà, pour retracer comme ça un destin je vais pas dire grand soldat, mais
voilà, quelqu'un qui a marqué en tout cas l'histoire à sa manière aussi. Si je ne dis pas de bêtises, retiens-moi, hein, c'est de lui dont on parle dans un des tomes de Théâtre des Petit Théâtre Opérations, des Opérations. ils en parlent à un moment, oui, effectivement, il Ouais, me ok. semble. Mais oui, oui, Je me c'était. suis pas senti en sécurité avec mon regard, mais ouais. Non, non, Ok. mais c'est vraiment quelqu'un qui est. Enfin, voilà, c'est un destin qui n'est pas totalement inconnu. On va déjà, voilà, souvent, entre guillemets, entendu parler de lui. Ouais, graphiquement, il y a aussi un travail de dingue, hein. Et donc, vous voyez, je confirme, j'ai pas menti, finlandais. Finlandais. Merci, Raph, J'ai eu pour peur. toutes ces présentations. Avec plaisir. Toi, Nicolas, tu suis encore beaucoup l'actualité BD ou pas? Ouais. Ouais. Bah, là, du coup, j'avais lu Woodstock. Ok. J'essaye de suivre. Mort Blanche, je vais probablement le lire parce qu'on peut avoir quelques albums à notre éditeur. Donc, Ah, ben oui. Mais j'ai une amie qui m'a offert un roman il y a 2 semaines en me disant j'adore ce roman et tout, il faut que tu le lises. Elle me l'offre et quelques jours après, elle m'a envoyé une photo de cet album en me disant bah, ça a été adapté en BD chez ton éditeur. Et donc je ne sais pas si du coup elle s'est trompée ou pas. Ok. Est-ce qu'il y a une. Alors ça, j'avoue, Très librement inspiré des vies de. Non. Non bah, donc, du coup, Ah, c'est- si. Le récit s'inspire aussi de la vie d'Hiro Onoda et de son livre No Surrender. Non, moi, ça Ok. doit être ça alors. Donc, voilà. Bon, sinon bah, si, je lis encore beaucoup de BD. J'en achète, j'en loue. Dans le loup. Des fois, elles arrivent, elles sont très grosses et j'attends d'avoir le temps pour les lire. Genre Terre ou Lune, par exemple, je l'ai acheté, mais je ne l'ai pas encore lu. Ok. Je pense qu'il faut prendre son temps pour. Bah, c'est ce que je me suis dit. Je me suis dit, bon là, 250 ou 260 pages, Mm. je préfère avoir le temps. Ouais, c'est ça. Et je pense que Pas c'est le faire en le plusieurs genre de fois. bouquin, tu as une vraie plongée dans l'univers Mm. qui est importante. Donc si tu le lis aux toilettes, 4 pages par 4 pages, à mon avis, tu peux. C'est comme si tu fais un Ghibli en coupant toutes les 12 minutes parce que tu es appelé sur ton téléphone. Ouais. J'aimerais que tu nous parles de la manière dont Lady Nascat est arrivée dans les mains. Alors, dans le petit cahier bonus, c'est écrit, mais c'est quand même une histoire de dingue. Parce que tu as terminé donc le dernier quai. Mm. Et derrière, Alors, tu je fais ça. termine le dernier quai, je suis en train d'attaquer, enfin, d'être sur... je termine le dernier quai à genoux, on va dire, surtout. Et j'ai quelques scénarios qui sont entamés, mais qui ne sont pas terminés. Et ben, il faut que je mange. Donc, j'appelle mon éditeur et je dis, bah écoute, je n'ai pas de scénario terminé, donc si tu veux, tu peux me proposer des trucs, si tu as des trucs dans tes tiroirs. Et donc, il m'a proposé quelques histoires, mais qui étaient trop proches dans l'esprit, probablement, des derniers albums que j'avais fait chez Grand Angle. En tout cas, de La Maison au Souvenir et du dernier quai. Et j'avais vraiment envie de passer à quelque chose d'assez différent. Donc, je lui ai dit, bah écoute, moi j'aimerais bien, si tu as ça, plutôt un truc historique ou en costume, je me vois bien là-dedans. Alors, je sais pas trop si lui me voyait là-dedans à la base. Je lui ai dit, j'ai envie de tester un truc qui me change un peu. Et donc, il me dit, bon, écoute, j'ai un script là, je sais pas si ça va te correspondre, mais lis-le, quoi, si t'aimes bien. Banco. Donc, bah, je le lis. Je découvre du coup. Alors, c'est un script de film qui traîne chez mon éditeur et qui, quand il me le présente, il me dit en fait bon, c'est un script de film, mais probablement il va pas se tourner. Ils n'ont pas réussi à compléter le financement. Il reste encore quand même pas mal. Donc, voilà. Donc, lis-le et puis tu pourras l'adapter assez librement. Du coup, y a pas... Donc, je le lis et. Banco, parfait. Là, je passe d'un univers gris et sombre et merveilleux à la pure réalité avec du soleil historique. Donc, c'est vraiment l'antithèse. Et donc, c'était parfait. En plus, l'histoire que je découvre à ce moment-là, parce que moi, je ne connaissais pas du tout Maria Reich, mais comme plein de beaucoup plein de monde. Elle est beaucoup plus connue en Allemagne et au Pérou. Au Pérou, elle est très connue. Elle a même un musée qui est dédié à son nom. Mais donc je découvre l'histoire là, je lis ce script et je suis emporté par cette enquête archéologique. Donc je rappelle assez vite mon éditeur et je lui dis bah écoute Banco, ouais ça correspond vraiment à ce que j'ai envie de faire. Donc voilà, je m'attaque du coup à l'adaptation parce qu'il y a des choses que j'aime, il y a des choses que j'aime pas dans le script.
comme je suis libre. Fais ce que je Moi, veux. je change pas tout, je vais pas non plus. Il y a des choses avec lesquelles j'ai été assez fidèle, et notamment la trame générale, de toute façon. Mhm. La trame générale, elle est quand même relativement similaire. Et il y a même des scènes qui sont potentiellement similaires. Mais du coup, je peux m'accaparer des choses, je peux travailler le rythme différemment, diminuer des choses qui m'intéressent moins. Ok. Et voilà, donc chemin faisant, j'avance sur les pages et quand j'ai terminé, alors j'envoie tout d'abord, moi je suis un dessinateur qui marche par phase. Je fais tout le storyboard, Ok. Que tu fais après, valider, j'imagine. ouais, après je fais tout le crayonné, après je fais tout l'ancrage L'ancrage. et après je fais toute la couleur. Donc j'envoie le storyboard, on a juste un petit retour. Alors je sais pas trop, je sais plus si c'est le producteur ou je pense que ça devait être le producteur du film qui nous dit bah ce serait bien que Maria Reich elle soit quand même un peu plus jolie. Ok. Là-dessus, ils m'ont demandé de lui raboter le nez. J'ai dit bah je vois pas trop l'intérêt étant donné que c'est un personnage qui est plutôt scientifique donc Puis c'est pas la thématique Ouais, c'est pas la thématique voilà. du livre. du récit. Hein. Et donc Hervé, mon éditeur, me dit bon, ton adaptation, tu fais comme tu veux. Ok. Ok, bon bah. C'est vrai. C'est vrai. Donc voilà, c'est à peu près la seule chose qu'on m'a demandé sur cette adaptation. Ensuite, j'ai envoyé mes crayonnés, j'ai eu un retour très très positif dessus. Et un mois après, j'ai dû avoir un coup de téléphone de mon éditeur qui me dit, écoute Nico, en fait le film va être tourné, le budget a été bouclé. Donc là, j'ai eu un peu plus j'ai eu une petite montée de pression. Je me suis dit, ah. Et j'ai eu bon, je m'attendais pas à ce que le film sorte en fait. Mais donc, du coup, c'était bien. Après, je me suis dit, bon, bah, tant mieux. J'étais quand même un peu. J'avoue que j'avais un petit peu peur qu'on me demande plus de retoucher des choses, du coup, pour Ok. que ça corresponde Pour vraiment que au ça film. colle plus. Mais pas du tout. Donc voilà. L'après, voilà, on a dû se mettre d'accord sur les dates pour terminer l'album, la sortie. Ah, vous avez quand même fait une sortie conjointe volontairement À peu près, ça a ou- été compliqué parce que le film a eu plusieurs dates potentielles de sortie, Ah, et donc, mais qui ont été reculées. Mais donc moi, j'ai fini l'album au mois de tout début août et il est sorti en janvier, donc quand même largement oui, avant Ah, ok. ouais. sortie, Ouais, il a été un peu mis au frigo le temps pour que que ça ça corresponde à la sorte. sortie du film. Ouais. Ouais. Et tu penses que ça t'a desservi, qu'il y ait un film en même temps? Est-ce que écrasé par le poids du cinéma, Aucune idée. de Bah, alors la drogue, non, du non, bah, alors, rock'n'roll et de genre, la fame? ah ben depuis, je ne fréquente plus que le gratin parisien. Je marche à la coque. C'est pour ça que tu es ici, hein, Bah oui. quatrième de couverture, c'est quand même l'émission où il faut être. Alors, non, j'ai rencontré personne. Il y a failli y avoir un mix avec une séance de cinéma et le réalisateur qui présentait le film et moi en dédicace, mais en fait c'était trop compliqué à mettre en place parce que c'est pas du tout la même énergie et synergie, Ok. le fonctionnement libraire et dédicace et les cinémas. Et donc c'est tombé à l'eau. Et sinon, bah, le film a pas été. C'est un film qui a reçu un accueil Modeste. très modeste, oui. Après, je pense que les lignes de Nazca, ça reste quand même un sujet qui est quand même pas très grand public à la base. Je sais pas pourquoi. Franchement, En fait, je pense que ça fait partie de ces sujets qui ont été très à la mode à une époque. Je pense que fin des années 90, début 2000, on en parlait quand même pas mal, non? Ouais, peut-être. Et qu'après, c'est un petit peu retombé comme les crop circles à partir du moment où le mystère était tombé. D'autant qu'a priori, maintenant, pour les lignes de Nazca, il n'y a plus trop de mystère. Si je dis pas de bêtises, on sait pourquoi ils l'ont fait. Enfin, en tout cas, Maria Reich pense avoir Elle trouvé propose, ouais, elle a proposé une hypothèse. Après, comme de toute façon, il n'y a pas d'écrit, il reste rien Ouais, des gens qui ok. l'ont fait, ça reste une hypothèse. Hypothèse crédible, mais certains scientifiques la débattent. Ok. Donc, c'est pas encore abouti comme. Mais c'est normal, là c'est le chemin scientifique. Il peut y avoir plein d'hypothèses différentes sans qu'on ait jamais vraiment le fin mot, mais c'est une hypothèse qui est vraiment crédible et qui a permis aux lignes
de rester intactes. Ouais. Parce que on le disait, elles sont toujours menacées Elles par. sont, ça se débat toujours. Il y a toujours des gens qui veulent faire autre chose que laisser les lignes de NASCAR. Ça apporte un peu de tourisme, mais c'est pas suffisamment intéressant, j'imagine, Ok. d'un point de vue économique, ou peut-être même pour les gens qui vivent sur place. Peut-être qu'effectivement avoir des cultures, ça peut être Plus intéressant. et peut-être plus important. Alors, quand on parle des NASCAR, on pense beaucoup aux lignes. Celles qu'on connaît le plus, il y a le cosmonaute, Ouais, le le cosmonaute, singe, le le colibri. colibri. J'en oublie encore, je crois qu'ils sont assez connus. Ouais, Mais il y a également les trous des géoglyphes que tu dessines aussi dans l'album, qui sont des espèces de sources d'eau. alors les trous On le millénaires, voit là, les trous millénaires. ouais, Ouais. qui sont des sources d'eau qui sont là depuis. Et Et qui sont encore utilisés de nos jours. ouais, que j'ai découvert aussi du coup en faisant mes recherches de doc. Et j'avoue que cet album m'a vraiment donné envie d'aller au Pérou. J'y C'est vrai. suis pas allé, mais Ok. en faisant les recherches de documentation, Est-ce qu'il serait chaque pas temps de négocier découverte, ça avec Hervé Richez? c'est trop tard. Ah. J'aurais dû le négocier avant. C'est vrai. Ah bah, une petite traduction au Pérou, peut-être même en Allemagne, vu que Ouais. Maria Reich est plus connue en Allemagne, que le film est Mm, cofinancé par des producteurs allemands. Et c'est vrai. comme tu le disais, tu dis on pourrait envisager Ça quelque pourrait, chose comme ça. Ça pourrait être. c'est possible. Mais ça après, je sais pas si en Allemagne il y a beaucoup d'éditeurs de bandes dessinées. Non, Pas non, beaucoup. non, ils sont vraiment peu. Tu le disais, en fait, là, tu as travaillé d'une nouvelle manière, cet album-là. Ouais. Autant sur la couleur, puisque tu es passé à des couleurs beaucoup plus vives. On le voit sur la couverture, on le Ouais. voit à l'intérieur. Euh, Je les ai travaillés aussi différemment. Je voulais un rendu qui fasse un peu plus peinture, ok. où on sente quelques matières, quelques coups de pinceau. Et C'est ce qu'on peut voir, notamment sur un peu le travail des ombres, qu'on peut voir ici sur les sur visages, les c'est ça, c'est un peu ombres ou cette sur idée. Ouais. le travail des Ouais. matières ici, qui s'est affiné au fur et à mesure. Vas-y, je voulais Ouais, pas te j'allais couper. dire, je peux vous montrer sur les premières pages, peut-être que ça se voit encore Ouais, plus. ouais, ok. Tout ça, c'est des choses que tu as rajoutées après coup, donc dans la dernière phase, ou tu avais déjà cette idée-là quand tu as voulu le faire? Non, dès la première, en fait, Hervé m'a demandé quand même une page pour signer le contrat, donc je lui ai fait une page couleur, euh, qui est la troisième, je pense, que j'ai refait. Entre-temps, Non, pas la d'accord. troisième, le moment où il découvre Maria. Ah ouais, ok. Et je l'ai fait, mais elle était moins poussée que ça. Elle avait un aspect plus aquarelle. Mais je savais que je voulais aller vers une direction où on sente une sorte de matière avec des taches, des petits points et des choses comme ça. Et donc je l'ai affiné une fois que j'ai commencé à mettre en couleur l'album, donc à la fin de l'album. On m'a dit aussi dans l'oreillette que tu étais un fin fou de technique. T'adorais voir le nouveau matériel, les nouvelles techniques qu'on pouvait faire. On le voit notamment. Alors, je crois que tu l'avais pas fait dans les albums précédents, mais le rehausser le noir avec un Alors non, trait non, blanc. c'est vraiment arrivé dans cet Ouais. album-là. Souvent, en fait, depuis le tout début, depuis mon tout premier album, c'est assez. Alors là, pour le coup, c'est assez marrant. On va dire, quand j'ai signé chez Guy Delcourt, avant de signer, j'ai été repéré aux Beaux-Arts lors de ma troisième année d'études. Avant la fin, je devais faire 4 années d'études et j'étais repéré. Lors de ma troisième année d'études, il y avait un jury extérieur, il y avait François Capuron, qui était le ouais. rédacteur en chef de Delcourt à l'époque, qui était à ce jury et qui vient me voir et qui me dit ouais, Nico, écoute, passe la semaine prochaine nous voir aux éditions, on va montrer tes pages à Guy et on va voir ce qu'il en pense. Donc, moi je suis tout jeune à Ah l'époque. bah ouais, hein, c'est ouf, hein. Et ok, banco. Et les pages que j'ai fait à ce jury, c'est des pages en noir et blanc où il y a des noirs très très marqués partout. Ok. Donc je vais lui montrer les pages, Guy aime bien, et donc de fil en aiguille, ça amène à ma rencontre avec Jean-David. Je le fais vite parce que je ne sais pas combien de temps il reste sur le lien. On a large le temps, t'inquiète. On a large le temps. Ouais. Bon, donc Guy Delcourt, du coup, me montre, regarde les pages, me fait bien poireauter un petit peu, il dit pas grand-chose. Et au bout d'un moment, il me dit, bon, bah, c'est pas mal, on aimerait bien travailler avec toi, est-ce que tu as une idée d'histoire à nous proposer?
Et donc moi qui étais encore dans les études, pas du tout, désolé, j'ai rien là, mais si vous me laissez quelques mois, je peux vous proposer quelque réfléchir. chose. Donc il me dit, bah écoute, pourquoi pas, mais sinon il y a peut-être un scénariste avec qui tu aimerais travailler chez nous. J'ai dit Alain Hérol. Pas des moindres, hein. Bah Grand oui, scénariste de Deux Capés de Croc, des et de Infournes. Garolfo Ouais, de à ce Garolfo, moment-là. Et il m'a dit non, pas Alain Hérol. Ah, il a même pas posé la question Non. à Alain Hérol? Ah ouais, d'accord. Donc bon, j'ai dit ok, Sympa. C'était cash. c'était cash. Et du coup, que je n'ai jamais croisé de toute ma vie. Mais bon, Ça viendra, t'inquiète. peut-être. Et bon, donc de fil en aiguille, ça va amener ensuite à ma rencontre avec Jean-David Morvan, que je vais rencontrer via François Capuron, qui m'appelle, qui me dit que Jean-David a vu mes pages et qu'il est intéressé pour travailler avec moi. On va monter un premier projet sur lequel, alors on se rencontre la première fois, on est dans un resto. Lui, il est en dédicace avec Philippe Buchet pour Pour le Sillage. deuxième tome de Sillage, Ah ouais, ouais. je pense. Et le libraire où ils sont en dédicace, c'est le libraire de Tournai, Fanfoula, qui est le libraire que je côtoie régulièrement, vu qu'il est à 3 minutes des chez toi. Beaux-Arts. Ouais, des Beaux-Arts. Donc, quand je lui dis que je vais rencontrer Jean-David Morvan, il me dit bah, il est en dédicace là, viens manger au resto avec nous du midi. Donc, avec Jean-David, on se rencontre, ça passe super bien. Il me pitch une idée d'histoire comme ça sur un coin de table, en me disant j'ai une idée pour toi, j'ai un truc sur la guerre froide et j'aimerais faire un truc autour, ce serait assez parodique. Enfin, moi je comprends que c'est assez parodique et que ce serait un univers un peu humoristique qui détournerait un petit peu tout ça. Donc il repart de la dédicace, on se quitte comme ça, ok. Bah écoute, je vais faire des recherches de décors et de personnages, parce que du coup il y avait le bloc de l'Est, Ok. l'Ouest, et puis moi j'imaginais un univers complètement... Enfin, on voulait faire un truc qui soit imaginaire, un peu comme ce que faisait Terre de Légende, D'accord, ah univers au ouais. Conquistador, des univers un peu Ok, ouais, différents. vraiment fantastique pour le coup Ouais. quand même. Ouais, mais détourner ça. Et donc il rentre à Reims, moi je rentre enfin je rentre chez moi, pas très loin, à Tournai. Et je m'y mets. Alors à l'époque, il n'y a pas internet, le téléphone entre la Belgique et la France, ça coûte un bras. Donc j'avance et je reçois quelques semaines après, parce qu'il terminait sa tournée de dédicace, les pages, les 5 premières pages. Et quand je les lis, je me dis, oh, mais c'est pas du tout Tout ce ce que que j'ai j'imaginais. compris. Ben oui. Il m'avait fait un truc ultra sérieux, avec une scène d'action d'entrée de jeu très sérieuse, qui ressemblait un peu à ce qu'il pouvait faire avec Sillage, mais D'accord. en version plus sérieux. Et moi, j'étais vraiment parti sur un truc plutôt humoristique. Donc, ça correspondait vraiment pas du tout. Donc, quand il a reçu mes recherches, bon, on était d'accord pour se dire que c'était pas la bonne direction. Et bon, j'avais pas trop envie de faire un truc qui ressemblait un peu à Sillage. Je suis pas un très grand fan d'action en tant que tel. Ça m'ennuie, généralement les films d'action m'ennuient pas mal. À part ceux que j'ai regardés quand j'étais jeune, comme Indiana Jones, que j'ai cité tout à l'heure. Mais bon, je suis moins... Et donc à l'époque, on en rediscute et il me dit, bah, qu'est-ce que t'aimerais comme type de scénario? Donc je lui ai proposé différents trucs et il m'a dit, bah écoute, L'homme qui rit de Victor Hugo, tout ce que tu me demandes, c'est dedans. Et moi j'adorerais l'adapter. Donc est-ce que tu voudrais... Est-ce que tu l'as lu? Donc j'ai dit non. Je l'ai lu super vite et j'ai adoré. Et donc on est parti là-dessus. Mais du coup, pour revenir à cette histoire de couleurs, j'ai fait des détours, mais j'y Ouais, reviens, une hein. petite parenthèse. Moi, T'as suivi la Tant- ligne. tant C'est que vraiment vous- de. Dès ce premier album, à la différence des pages qu'a vu Guy Delcourt la première fois, moi j'ai eu envie de ne pas utiliser de noir. Parce que tous les albums que j'aimais à l'époque et que je lisais, il y avait du noir dedans, vraiment très marqué, que ce soit du Mignola, du Claire Venling, du Springer, ouais, etc. ok. Et moi j'ai trouvé un peu dommage de ne pas utiliser de profondeur dans le noir, en fait, de couleur. Et donc j'ai attaqué Lord Clancharlie,
du coup, la première adaptation de l'homme qui rit Mhm. de cette manière-là. Et à la main. Et je me suis bien planté. J'ai fait à la main et les couleurs reproduites étaient plus claires. Alors, les sombres moins sombres et les clairs moins clairs. Donc ça a Ok, tout ouais, il y avait moins de aplati. contraste, quoi. Ça a tout aplati et donc ça a donné un truc pas particulièrement beau ni lisible. Mais bon, j'ai tenté. Et suite à cet échec, je me suis dit que j'allais réessayer à l'ordinateur. Et donc à l'ordinateur, j'ai refait la même chose. Et donc ça donne des noirs très profonds avec beaucoup de couleurs dans l'homme qui rit. Ça pose une ambiance, mais c'est pas forcément toujours lisible. Donc ça, j'ai essayé de travailler avec ça avec les années et arriver sur Nazca à améliorer ça, la lisibilité en tout cas, mais tout en gardant cette idée que non, je vais pas mettre de noir pour équilibrer ma planche. Mes planches, il n'y a pas de noir dedans. Il y avait aussi cette idée que je voulais que ça tienne sans le noir, parce que le noir, j'avais tendance à l'utiliser un peu En fait, dès qu'on met du noir sur une page en noir et blanc, ça pète tout de suite. Et donc, c'est un peu une sorte de béquille. Ouais, on peut cacher pas mal de On choses, peut hein, grâce cacher au pas noir. mal de choses et ça équilibre tout de suite les choses en fait. Et moi, je voulais réussir à avoir des pages où je sois content du trait pur sans venir mettre du noir pour. Ouais, d'accord, ouais, un Bon, c'était vrai. c'était peut-être complètement débile, hein, j'en sais rien, mais c'était en tout cas ma démarche à ce moment-là. Et donc sur les Nazca, je pense que le fait d'avoir des lignes blanches au milieu du désert, ça a infusé un petit peu. Et je me suis dit, mais peut-être que je peux aussi représenter ce truc-là à travers mon dessin par le fait de mettre des éléments pas en noir, mais avec un contour de ligne blanche. Et en plus, du coup, ça m'a permis de donner plus de lisibilité sur ce travail de couleur. Toutes les zones sombres, je passe du coup le noir euh, en blanc, la ligne noire en blanche, Ouais, et ça permet c'est d'avoir ce quelque chose de beaucoup plus c'est lisible. ce qu'on voit dans des petits détails comme celui-ci, c'est des choses qu'on voit encore là, Mm. et que j'avais jusque-là jamais vu, qu'on retrouve dans l'ex-Libris que tu nous as réalisé. C'est vraiment, vraiment très, très sympa. Mais François m'en a même dit plus. Il m'a dit que tu pouvais avoir tendance à venir à l'atelier avec une page, puis une autre page, et dire vous avez vu la différence? Et que eux ne Et qu'il font n'y en a pas. non. Et que Oui, tu dis si, ça je l'ai fait avec ça je l'ai fait avec ça, vous vous rendez pas compte? mais oui, mais ils voient rien. Non, mais c'est vrai que je suis probablement encore, mais j'étais un gros déglingo à tester. François a sorti un album il y a très longtemps qui s'appelait On n'a pas des vies faciles, où il se moquait de ce Oh, travers. tu apparais dans l'atelier, J'apparais justement. dedans et à chaque fois j'apparais avec une nouvelle plume. J'ai trouvé la plume ultime pour avoir le meilleur trait. Et c'est vrai que pendant très très longtemps j'ai testé plein de matériel, et je faisais des tests d'ancrage à la plume, des tests d'ancrage au pinceau, des tests d'ancrage au feutre. Et je leur montrais et ils me disaient tous, mais c'est pareil, t'as le même trait. Et donc maintenant, tu travailles entièrement en numérique, c'est bien Pas ça? du tout. Non? Non, non. Ok. Ah, c'est Non. ce que j'ai cru comprendre dans ce que tu disais. Tes planches sont donc effectivement. Et alors, alors, le numérique, je peux l'utiliser un petit peu pour gagner du temps au storyboard, de temps en temps au crayon, mais j'essaie de pas trop le faire. Les ancrages sont encore faits à la main. Moi, comme Ok. je dis, je suis un fou de la plume et du pinceau, hein, donc Parce que les ancrages sont hyper légers là sur tes albums. Donc en fait, tout. tout ça, c'est en fait, avec les années, arrivé à la maison aux souvenirs, quand j'ai fait la maison aux souvenirs, alors, Adieu Monde Cruel, je l'ai fait dans. Je vends plein de trucs. Adieu Monde Cruel, je l'ai fait une période où j'adorais travailler en regardant des séries. Et le meilleur endroit pour regarder des séries à l'époque, c'était dans mon lit. Il y avait une télé en face. Et Adieu Monde Cruel, j'ai fait tous les crayonnés allongés dans mon lit en regardant plein de séries. Et bien mal m'en a pris parce que j'étais plus si jeune que ça. Et mon dos a commencé à donner quelques signes de faiblesse. Je pense qu'il y a ça et le fait que justement, comme euh, quand je travaillais sur ma table à dessin, j'étais tout le temps comme ça, Hyper proche. Ouais, hyper proche. Alors on le voit très très bien dans L'Homme qui rit, il y a 10 000 fois trop de détails et ça on est pas très bien dosé. Mais je voulais vraiment voir exactement le mieux possible ce que je pouvais faire. Et je pouvais vraiment être à cette hauteur-là et voir très très bien. Il n'y avait pas de problème. Ce qui n'est plus le cas maintenant. Et donc, du coup, j'étais tout le temps en appui, en ancrant et en dessinant, le fait d'être aussi proche.
Donc tout ça, c'est un peu fatigué. Comme beaucoup d'auteurs, hein, Ouais. le dos, les Les cervicales. cervicales. Et donc sur la maison au souvenir, j'ai dû travailler debout. Alors là, je l'ai pas fait dans un lit. J'avais vraiment Complète inverse. Vraiment. j'avais tellement mal au dos que c'était complètement l'inverse. Ok. Donc je me suis installé une sorte de chevalet sur lequel je pouvais bloquer ma page et j'ai tout fait debout parce que j'avais vraiment trop mal au dos. Et la plume debout, ça marche pas. Oh, darling, c'est un peu, en fait. Donc là, je me suis dit, bon, bah, c'est le moment, je vais passer au pinceau. Et en fait, on voit les premières pages, elles sont pas faites à la plume, du coup, elles sont faites au feutre. Et il y a un moment dans l'album où je passe au pinceau, et perso, je trouve que le trait est beaucoup mieux. Ok. Mais peut-être que personne ne le voit. Plus de souplesse, tu veux dire, C'est plus j'imagine. souple, il y a plus de finesse, il y a plus de... Enfin, ça correspond plus à l'idée que moi, faisais. je m'en fais. Ouais. Et à partir de cet album-là, alors sur le dernier quai, j'ai mixé plume et pinceau. Et sur Lady Nazca, c'est vraiment 100% du pinceau. Sur Lady Nazca, j'ai pris le parti pris de dessiner très grand. Ok. Tu veux dire tes pages Les originales? pages, ouais. Ok. C'est ce qui fait C'est quoi? aussi C'est un format probablement- raisin? C'est double A3, ouais. Ok, Ouais, ouais, ah oui. donc un bon gros A2 des familles. Ouais. Mais j'aime bien en fait dessiner grand. Je me suis rendu compte que C'est Ça plus permet d'avoir des lâché. mouvements faut- plus amples. ouais, des mouvements plus amples, on sent mieux les volumes, enfin il y a des trucs assez cool. Alors, bon, je sais pas si le prochain album ce sera sur des pages aussi grandes, parce que je cherche autre chose au niveau du trait, donc peut-être qu'elles seront faites plus petites. Tu cherches Mais- autre chose au niveau du trait, c'est-à-dire? Ouais. Va être assez différent graphiquement, je pense. Si vraiment j'arrive à aller vers ce que je veux, je vais avoir un trait qui va être un peu plus. Je te montrerai l'exemple, parce que là, Tu nous à montreras. expliquer. Hein, En fait, il y a beaucoup d'illustrateurs anglais de presse dont j'aime bien la manière dont ils traitent le trait. D'accord. Et j'aimerais aller vers ça. Je pense qu'au niveau du trait du pinceau, etc., sur les Nazca, j'ai fait un peu le tour du truc. Ah. Et donc j'aimerais revenir à quelque chose d'un peu plus nerveux, avec plus de détails en termes de dessin. Et peut-être qu'il y aura aussi du coup plus de petits traits dans tous les sens. L'idée, c'est de ne pas t'ennuyer quand tu dessines, en fait. C'est vraiment ça. Ouais. Je pense à des illustrateurs comme Will McFay. Tout ça Non, pas du tout. Comme T'en connais un? J'en connais un, Non. il fallait que je tente. Ouais, c'est clair. C'était quand même un pari. Hein, C'était- il y contre-sang. avait- Là, ouais, puis là, moi, je le connais pas. Non, Je veux bien que tu me. Et là, t'aurais fait, mais oui, bien sûr. Oui, Et là, t'aurais brillé aux yeux des associés, t'aurais marqué l'histoire. Là, tu la marques pour une mauvaise raison. Son nom me revient pas. C'est le. Will l'un des- McFay, si, genre. Oui, non, mais c'est un illustrateur anglais de presse. Putain, qui fait partie un peu de la frange des 100p, etc. Mais il n'a pas un trait du tout similaire à 100p et qui est anglais. Et je reviens pas sur son nom. Il est connu en tout cas pour avoir fait des recherches sur les 101 dalmatiens, de décors et de personnages. Et notamment si les décors des 101 dalmatiens sont un peu cradoc. C'est notamment grâce à lui. Voilà. Ok. Ok, très bien. Et travailler tes planches dans un petit café, à regarder les gens avec un croissant, un truc comme ça, c'est pas le genre de choses que tu fais? Que je surkiffe, surtout avec un croissant. C'est vrai? Alors regarde, sous la table, il y a une petite boîte Wow. qui est pour toi. Et pour clôturer cette émission, parce qu'on arrive tout doucement à la fin, on sait que tu es fan donc de matériel. Et on s'est un petit peu cassé la tête pour retrouver du matériel, et notamment des tablettes graphiques. Donc on a négocié un partenariat avec Maped pour qu'ils te proposent leur dernière création pour que tu puisses vraiment tester leur nouvelle tablette. Donc voilà, la tablette en question. Là, elle est géniale. Oh là là. Le vieux téléécran. Mais dis donc. Je sais pas si tu as connu ça. Mais si, j'ai connu ça, bien sûr. Ouais, le trait est super fin Il en est plus. très, Ouais, très on fin, est d'accord. ouais. On a découvert ça en les ouvrant tout à l'heure. On s'est dit, mais le trait n'était pas aussi fin que Ah ça. non, il était pas aussi Donc fin. il faut avoir une petite tendance à vouloir repasser dessus, tu vois, en décalant. Et donc, notre défi. Je vais devoir dessiner avec ça. Ouais, on va essayer. Mais t'es pas Waouh. tout seul. J'ai pas mes lunettes, le trait il est super fin. Oh mince. Bon bah, tu feras ce que tu pourras. Non, je vais faire Donc ce que tu je as peux. à côté de toi un croissant. C'est pas un croissant ça. Si. Si. Waouh. Waouh. Un croissant. Un croissant de Léa. Waouh.
Le truc de dingue. Et Ouais. c'est mon premier croissant comme ça. Pourtant, j'en ai goûté des croissants. C'est vrai, eh ben, tu pourras le goûter. Tu peux même le goûter là pendant que tu dessines si tu veux. C'est une des créations de Léa, le croissant cube. Eh ben, En fait, ce qui est génial, c'est que tu as l'équivalent de 2 croissants dedans, tu as un super feuilletage. Comme ça cuit de manière hyper tendue, en fait, tu as beaucoup de croustillance autour et tu le désignes comme ça par couche. et tu sais que c'est mon Et- truc. Bah oui, je sais bien. C'est que moi, je désosse comme ça. Enfin, Eh ben, j'enlève la peau du si croissant. tu veux désosser pour voir feuille les par couches feuille. de... Ouais, tu peux. Vas-y, tu peux te faire plaisir. Ouais, mais je vais en foutre partout. C'est pas grave. C'est pas grave, hein. C'est pas très Tu grave. peux même le sortir de la boîte, hein, comme ça. Ce sera plus simple. La boîte, Alors, je c'est vais du quand même le carton, laisser c'est dans la boîte. Je vais recyclé. pas tout dégueulasser. Allez, je vais goûter ça. Ça a l'air dingue. Moi, c'est mon truc. Je vais mettre 1 heure. Hein. Vous avez le temps Moi, j'adore. J'avoue que je me sens pas bien. Une tartelette cookie, tu prends un petit croissant comme ça, tu prends le côté hyper croustillant et Mm. tu te retrouves avec un cœur au centre qui est ouf. Ah ouais, ouais. Et donc, pour avancer un petit peu dans cette émission, on aime bien les petits défis. L'idée, ce serait qu'en utilisant cet écran, si on y arrive, essayer de dessiner une ligne de Nazca. Mhm. Ça peut être la tienne, tu peux l'inventer. Donc moi, je commence, je prends de l'avance, je triche. Une ligne de NASCAR. Ouais. Mais une qui existe? Non, Comme tu veux, tu peux créer. l'inventer, tu peux créer, tu peux. Ok. Alors attends, dans quel sens ça va? J'espère qu'on voit ce que... Super bon. Voilà, là j'ai déjà une première ligne. Alors quand je monte, c'est dans ce sens. Quand je descends, c'est là. À droite, c'est facile. Ça. Alors, J'ai un peu de chance parce que comme Nicolas voit rien, je vois rien du C'est tout. peut-être ta seule chance de. ouais, c'est ma chance de briller pour une fois en termes de dessin. Non mais me dis pas que t'as déjà terminé. Si, et ça se reconnaît hein, vraiment Non, pour le non, coup. t'es- Bah, vous tu veux m'étonnez. voir? Si. Regarde. Un renne Ah, mais cerf. non, mais c'est QB, c'est le démon renard à 9 queues. On le reconnaît. Ah, je me suis fait avoir. Vas-y, montre le tien. Non, Si. non, Si, on veut. non, pas encore. Attends, La j'essaie France de- veut savoir. Ouais. La France veut savoir. Eh ben, regarde-moi cette antenne râteau. Si c'est pas magnifique, à l'ancienne, année 1960, en hommage. Ah bah ça, il y a la Mmh. TNT au moins avec ça. Ah, mais ceci dit, Ouais. T'es Hein pro pour repasser les lignes. Hein. Ouais, moi c'est mon truc. Je je repasse moi, sur je la ligne repasse. des autres. J'efface un original de Nicolas Delestret. Ça ne m'arrivera pas souvent, donc j'ai un petit côté jubilatoire comme ça. Ah, on le voit encore. C'est comme une gomme hein, en fait au final. Hein. Il y a toujours une petite, un petit reste. un petit reste. Dernière partie de cette émission, hein, vraiment relativement courte. Je tiens à rappeler que pour toutes les personnes qui s'intéressent un petit peu à l'archéologie, qui s'intéressent à l'histoire, Lady Nazca vient de sortir aux éditions Bambou, dans leur collection Grand Angle, qui est un petit peu leur collection adulte. C'est inspiré d'une histoire vraie, l'histoire vraie de Maria Reich. On y apprend beaucoup de choses. C'est également une histoire qui est émouvante, parce que ça parle des sacrifices faits par Maria, parce que comme l'a dit Raphaël, elle était toute seule, les gens ne la prenaient pas au sérieux. Elle a même fait des sacrifices sur sa vie perso. Alors je ne sais pas si ça s'était documenté ou si tu as rajouté Alors, cette romance. en fait, il n'y a rien de sûr à ce niveau-là. Ok. Tout ce qu'on sait, c'est qu'elle a passé vraiment toute sa vie toute seule. On ne lui connaît aucune romance à partir du moment où elle Elle est au Pérou. à partir du moment où elle est sur les lignes. Et elle a beaucoup de correspondances amicales avec des femmes, Ok. Et notamment. Alors Maria, c'est un personnage que tu as. qui est fictif. Ok. D'accord. Moi, je pensais que c'était documenté. Pour les 100 premières personnes qui l'achèteront, il y aura un Axibris numéroté et signé sur un dessin original de Nicolas Delestret. Messieurs, est-ce que vous avez un dernier mot pour l'éternité? Si vous deviez faire une capsule temporaire. En fait, elle est là, ma véritable question. Qu'est-ce que vous diriez à quelqu'un qui tombe sur cette vidéo dans 100, 200 ou 1000 ans? N'ayez pas peur d'aimer l'inconnu. Putain, c'est beau. Hein. Ok. Ah, moi j'avais une phrase de merde. Non, qu'est-ce qu'on laisserait. Et pourquoi n'ayez pas peur de l'inconnu? Toi, c'est un de tes credos de vie? Ouais, bah, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont peur de ce qu'ils ne connaissent pas. Ok. Et ça amène des choses pas toujours
Reluisant. pas toujours reluisante. Et donc moi, je suis plutôt du parti pris d'aller vers ce que je ne connais pas pour apprendre à le connaître avant de juger, en fait. Ouais. Moi, ce serait YOLO. apprenez. C'est vraiment, j'avais Alors, une idée toi, comme ça à la base. Tu vois, quand je disais que ce C'est garçon vraiment- vit à 100 à l'heure et qu'à 30 ans, il a l'impression d'avoir déjà tout fait. C'était. Non, moi, j'espère que l'humanité sera. Si, il y en a encore une d'ailleurs, hein, cela dit. Mais j'espère que les notions d'amour auront pris le dessus sur la notion de domination, sur Bien sûr. la notion de richesse, etc. J'espère vraiment que l'amour prendra le dessus. Une notion de partage, d'amour et Exactement. d'empathie. Et pour citer les inconnus, et notamment leur sketch sur Jésus, je sais pas si tu... Oui, je vois très bien. Aimez-vous les uns les autres, bordel de merde. Un grand merci, messieurs. Merci à toi. Une très bonne soirée encore. Merci d'avoir été là. À bientôt.